Michael, c'est Kit. Michael, c'est Kit. Où es-tu? Où es-tu? Je suis là, Kit. Oh mon Dieu, ils t'ont miniaturisé. Comment va-t-on poursuivre nos ennemis? La série K2000 trouve sa source dans la série BJ and the Bear avec Greg Evigan. Inédite en Europe, cette série d'aventures suit les déboires d'un conducteur de camion accompagné de son chimpanzé. Composée de 47 épisodes et 3 saisons, diffusée de 1978 à 1981, elle était produite par Glenn A. Larson. Ce producteur reste connu pour les séries Quincy, Galactica, L'homme qui tombe à pic. Dans Kane's Cruiser, le 3e épisode de la 2e saison, le héros de la série doit neutraliser une voiture de policier super informatisée. Au passage, on note déjà la couleur noire et un goût pour les cascades. Deux exécutifs des studios Universal, Kerry McGluggage et Richard Lindheim, voient cet épisode et leur imaginaire s'emballe. Ce serait un bon concept pour créer une nouvelle série autour d'une voiture équipée de gadgets futuristes. Ils en parlent à Glenn A. Larson, qui était sur le point de quitter Universal, mais leur devait encore une série avant de partir. Larson trouve vite l'idée qu'K2000 sera une version moderne du Lone Ranger, véritable légende télé aux USA dans les années 50. Au lieu d'avoir son fidèle faire-valoir nommé Tonto et son cheval Silver, le nouveau héros aura une voiture équipée de haute technologie avec un plus, elle sera capable de parler. Ça y est, Miguel. Et si on en profitait pour essayer mes nouveaux turboréacteurs? Le titre original de la série, Knight Rider, littéralement le cavalier-chevalier ou cavalier de combat, fait directement référence au héros masqué, avec le mot Rider similaire à Ranger. Larson part avec sa femme à Hawaï durant 10 jours pour écrire les bases du scénario du pilote de K2000. McLugage d'Universal et la femme de Larson lui proposent le titre Knight Riders et Larson accroche tout de suite. Mais il y a un problème, George Romero, cinéaste de films d'horreur, avait réalisé un film de série B du même titre avec Ed Harris dans le rôle principal. Un accord juridique est finalement trouvé et Knight Riders devient Knight Rider en 2 mots au singulier. K2000 suit les aventures d'un justicier luttant contre le crime aidé par sa voiture de haute technologie. À l'origine, il s'agit d'un policier nommé Michael Long, grièvement blessé à la tête lors d'une mission. C'est alors qu'un milliardaire, Wilton Knight, lui sauve la vie et lui offre un nouveau visage grâce à la chirurgie esthétique. Tiens, il s'est fait rafistoler par Oscar Goldman, toute référence à l'homme qui valait 3 milliards serait purement fortuite. Michael a donc un nouveau visage, mais aussi une nouvelle identité, Michael Knight. Il agit désormais pour une mystérieuse organisation nommée FLEG, la Fondation pour la loi et le gouvernement, créée par le milliardaire. Son but, sauver les gens victimes de criminels agissant au-dessus de la loi. La Fondation dispose d'énormes ressources et de moyens technologiques, mélange bizarre de laboratoires de recherche high-tech et de bureaux d'enquête criminelle. Le scénario développe une belle idée, naïve mais fort noble, il suffit d'un homme pour se dresser face aux injustices. Pour mener ses missions à bien, Michael reçoit une voiture de sport, a priori banale puisque c'est la sienne, une Pontiac Firebird. Seulement voilà, le milliardaire Wilton Knight a fait modifier la voiture et y a implanté une intelligence artificielle au caractère assez espiègle nommée KITT. KITT, K-I-T-T, c'est le diminutif de Knight Industries 2000, soit les industries Knight de l'an 2000, quand l'an 2000 faisait encore rêver. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor. KITT for easy reference. Comme le milliardaire Wilton Knight est mourant, il confie la gestion de l'organisation à Devon Miles qui devient le nouveau superviseur de Michael. Michael Knight peut aussi compter sur la sympathique Bonnie Barstow, jouée par Patricia McPherson, ingénieure mécanicienne et spécialiste en programmation informatique. Elle est chargée de veiller sur KITT afin que la voiture reste toujours au maximum de ses capacités. Un rôle intéressant avec une femme indépendante, ce qui change des demoiselles en détresse de l'époque. Elle opère dans un camion mobile spécialement aménagé pour accueillir KITT, même si on peut douter des dimensions, c'est évidemment un décor de studio. À partir de la 2e saison, McPherson a été remplacée par Rebecca Holden alias April Curtis. Celle-ci était censée apporter plus de glamour à la série et jouait presque le même rôle, mais cela n'a pas du tout plu aux fans. Du coup, Bonnie Barstow revient pour les 2 dernières saisons et dans la 4e et dernière saison, K2000 accueille un nouveau personnage, Reginald Cornelius le 3e, dit RC3, un justicier des rues incarné par le pétillant Peter Parros. Aidé par KITT, Michael vole donc au secours de la veuve et de l'orphelin dans des aventures menées sur les chapeaux de roue. Notons que Michael ne porte pas d'arme à feu la plupart du temps et se repose sur KITT pour l'aider et le protéger. Bonne idée, ça nous change des héros flingueurs habituels. Partant de ce postulat improbable, K2000 commence sa carrière sur les écrans américains à la fin septembre 1982. En Europe, la série commencera sa diffusion au moment où elle s'arrête aux États-Unis, à partir de 1986, dans l'émission À fond la caisse sur Feu la 5. Au total, K2000 a duré 4 saisons et se compose de 90 épisodes diffusés de 1982 à 1986 sur la chaîne NBC aux USA et largement rediffusé en Europe ensuite.
Glenn Larson pitch sa nouvelle idée de série à la chaîne NBC, assez sceptique au départ. En effet, la chaîne n'est pas vraiment sûre qu'une série avec une voiture qui parle sera un succès. 15 ans plus tôt, au milieu des années 60, une sitcom intitulée My Mother the Car a fait un immense flop. Elle suivait les mésaventures d'un père de famille qui, après avoir acheté une vieille voiture, découvre avec stupéfaction que l'esprit de sa mère décédée vit toujours et lui parle à travers la radio. Brrr, plutôt morbide. Depuis, aucune chaîne ne voulait entendre parler d'une idée de série avec une voiture parlante. Mais voilà qu'arrive l'audacieux Brandon Tartikoff, patron des programmes de NBC de l'époque. Toujours à la recherche de projets originaux, c'était un homme nourri à la télévision, capable de sentir l'air du temps et donner au public ce qu'il avait envie de voir. Sous sa direction, NBC deviendra la chaîne la plus regardée du milieu des années 80, avec des sitcoms comme Cosby Show et Cheers, des séries d'action et des drames policiers comme Agence Touriste et Deux flics à Miami. Au départ, Tartikoff n'est pas emballé par le scénario de Larson, mais il aime le côté high-tech de la voiture et sent qu'il y a là quelque chose à développer. Il demande à Larson d'apporter d'autres éléments pour en faire quelque chose de vraiment original. Larson pense à l'intelligence artificielle et sa relation avec l'homme. À l'époque, l'IA n'était encore que de la science-fiction, comme le HAL 9000 dans le film de Kubrick 2001 Odyssée de l'espace. Larson se dit, eh bien on va prendre une IA, la mettre dans une voiture tape à l'œil et la faire interagir avec le conducteur. Comme ça on aura une relation presque humaine entre un homme et un super ordinateur. Tartikoff accroche tout de suite et lui demande de créer tout le décorum autour. Pour marquer les esprits, Glenn Larson cherche une voiture pas comme les autres. À un moment, il envisage d'utiliser une Datsun 280ZX. Si elle vous dit quelque chose, c'est normal, car c'était la même voiture qu'utilisait Super Jamie dans sa série 6 ans plus tôt. Finalement, Glenn Larson préfère une Pontiac Firebird Trans Am. Celle-ci avait un look stylé et Hollywood avait déjà utilisé d'autres Trans Am dans le film Cours après moi shérif avec Burt Reynolds et la série de détectives $200 plus les frais avec James Garner. Sous son capot, un moteur V8 5 litres de 175 chevaux, capable de se propulser à 200 km/h, 1,5 tonnes de fer piloté par une boîte automatique à 3 rapports. Reste à trouver l'acteur pour incarner Michael Knight. À un moment, Don Johnson a été envisagé pour le rôle. Et oui, le futur Sonic Rocket de Deux flics à Miami, tourné en 1984, soit 2 ans plus tard, aurait pu être Michael Knight. Mais le destin allait en décider autrement. C'est dans un avion, revenant d'une convention télé à Las Vegas, que Tartikoff croise David Hasselhoff. Il est fasciné par son visage parfait et son aura charismatique. Très vite, il lui fait passer une audition devant les cadres de NBC et l'acteur s'en sort haut la main. Voilà. Mais ces derniers ne sont pas franchement emballés par cet acteur de soap qui avait joué dans Les Feux de l'amour et Star Crash, un nanar italien de science-fiction devenu culte depuis. Il avait l'air trop beau et surtout trop grand. Regardez ses jambes interminables. Et pourtant, il fait 1m93 comme Tom Selleck, le célèbre Magnum. NBC n'était donc pas sûr de faire le bon choix, ni pour la voiture, ni pour l'acteur principal. Oh. Malgré tout, la chaîne donne son feu vert et un pilote est tourné au printemps 1982. Larson présente le produit fini et les cadres finissent par être emballés. La série télé commence. Après les doutes de NBC, Larson se heurte aux doutes des patrons de marques automobiles. En effet, quand il choisit une Pontiac Firebird pour personnifier Kit, les cadres de la firme General Motors ne sont pas chauds pour lui fournir des voitures. Ils ont peur car si la série fait un bid à cause de la voiture qui parle, cela pourrait nuire à leur image de marque et pire, à leur vente. Au départ, la voiture devait s'appeler TAT, T-A-T-T, pour Trans America 2000. Mais Pontiac refusa que Larson fasse la moindre allusion à la Trans Am. Tant mieux car en anglais, TAT désigne quelque chose de mauvaise qualité, de la camelote. TAT devient donc KIT, l'acronyme de Knight Industries 2000, toujours l'an 2000 qui faisait rêver. Heureusement, Larson trouve un soutien chez le big boss de Pontiac et la marque automobile lui fournit 3 véhicules pour le tournage du pilote. Une fois le pilote validé par NBC et la série hebdomadaire achetée, Larson se rend compte que 3 voitures ne vont pas suffire. Ben oui, la série va être gourmande en cascade. Il va donc falloir un nombre important de voitures pour que le tournage se passe dans de bonnes conditions. C'est alors que Larson a un coup de bol incroyable quand survient un accident de train de marchandises. Suite à de fortes pluies, un convoi de trains déraille. Il transportait une cinquantaine de Pontiac destinées à la vente. Suite au déraillement, près de la moitié des voitures sont sévèrement endommagées et donc invendables. Informé de l'accident par la presse, Universal contacte Pontiac qui accepte de lui revendre les voitures abîmées pour $1 pièce. Mais à une condition étrange, il faut le souligner, les voitures devront être détruites à la fin de la série. Et elles le seront puisque les Pontiac seront écrasées par une boule de démolition et mises au rebut. Un sacrilège pour de nombreux fans de K2000. Tout le monde ou presque se souvient de ce générique incroyable à la mélodie répétitive jouée au synthétiseur. Depuis 1982, ce générique est devenu culte de chez culte car il était déjà d'une modernité incroyable en son temps. En fait, le thème principal n'a pas été inventé ni créé par Glenn Larson, par ailleurs musicien en plus d'être producteur de télé. Il a emprunté la ligne directrice de Sylvia, une pièce classique créée un siècle plus tôt, en 1876, par le compositeur français nommé Léo Delibes. Plus précisément, Marche et cortège de Bacchus, acte 3, numéro 14.
Comme le thème était tombé dans le domaine public, Larson a pu prétendre en être l'auteur, après l'avoir réarrangé avec le compositeur Stu Phillips, qui avait déjà travaillé avec lui sur Galactica. Phillips et Larson rajoutent des synthétiseurs après avoir découvert un morceau joué par un musicien allemand, Harry Thumann, morceau intitulé Sphinx de 1982. Phillips engage 4 musiciens capables de jouer sur des synthétiseurs auxquels il ajoute une bass Fender et des percussions. En quelques heures, il mélange les deux morceaux et trouve le thème qui va marquer des générations, encore samplé et réutilisé à l'envi de nos jours. On trouve toutes sortes de versions inspirées de K2000 sur le net. Stu Phillips compose la musique pour 13 épisodes, puis part rejoindre Larson pour une autre de ses séries, L'homme qui tombe à pic. Ce sera Don Peake qui reprendra la main, livrant un travail remarquable sur 75 épisodes. Enfin, la série utilisait en fond sonore des tubes rock, pop et funk, mais rejoués par des imitateurs pour des questions de droit. On peut encore trouver les divers CD de la musique dans le commerce, mais ils sont devenus rares et cher, sinon, allez sur YouTube, ils y sont. En 1982, le chômage frappait de plein fouet les États-Unis, l'essence était chère, les voitures gourmandes en carburant et le contexte économique plutôt morose. Beaucoup d'Américains n'avaient plus trop confiance en l'avenir. Quand le public voit arriver une voiture qui parle et avec plein de gadgets, il est surpris, voire perplexe. De leur côté, les critiques détestent presque tous la série, la qualifiant d'idiote, tandis que d'autres lui souhaitent, avec une pointe de méchanceté, de finir dans le mur. David Hasselhoff et Jack Gill, le coordinateur des cascades, pensaient d'ailleurs que K2000 allait durer 4 épisodes puis disparaître. Mais au bout du 6e épisode, un véritable engouement se crée autour de la série, surtout chez les enfants qui deviennent complètement accros à Kit. La série devient un succès quasiment instantané et va rester dans le top 30 des séries les plus regardées durant ses 3 premières saisons, avant de retomber sous la 50e place pour sa 4e et dernière saison. Par sa vision d'un futur possible, K2000 a réussi à fidéliser un noyau dur de fans qui en a fait un énorme phénomène pop culture. Un succès qui s'étend ensuite au reste du monde, diffusé dans plus de 60 pays et traduite dans de nombreuses langues, la série sera un triomphe à l'international et reste encore culte près de 40 ans après son arrêt. Mais qu'est-ce qui explique ce succès ? Tout d'abord, sa vision d'un futur possible. Glenn Larson a toujours mis un point d'honneur à injecter des éléments technologiques plausibles afin de donner un côté réaliste à la série. Dans le commentaire audio du pilote, il explique que ce dernier a été rediffusé 3 fois dans les années 80 et à chaque fois a été classé dans le top 10 des séries les plus regardées. Par contre, le scénario ne brille pas particulièrement par leur originalité et les personnages principaux n'évoluent pas des masses. K2000 est une série d'aventure et d'action comme Universal en produisait à l'appel à l'époque, avec les méchants de la semaine, une vision très basique du bien contre le mal. Mais avec ce petit plus qui fait la différence, la relation entre un homme et une IA. En fait, c'est surtout Kit qui évolue et c'est intéressant. Au départ, il observe le monde et essaye de le comprendre. Au fil de ses aventures, il devient plus conscient des problèmes humains et de sa propre nature. Malgré sa carrosserie indestructible, Kit va se faire presque complètement détruire à plusieurs reprises. Il sera reconstruit et reviendra plus fort, tel le phénix renaissant de ses cendres. Mais dans l'intervalle, Kit va, comme un humain, se retrouver assailli de doutes et avoir peur de ne pas retrouver ses capacités. Et c'est là que Michael Knight intervient pour lui apporter son soutien et lui permettre de revenir au top. C'est la preuve d'une réelle affection entre l'homme et la machine. On est donc entraîné dans l'aventure et l'action, avec des cascades incroyables, matinées d'enquête policière et d'un minimum de psychologie. Beaucoup d'épisodes se passent sur des routes poussiéreuses, référence directe à l'univers du western, et comme dans les westerns, il ne fait pas bon vivre dans l'univers de K2000 car on y meurt souvent, et même beaucoup, je vous laisse compter les cadavres. Comme la série se passe sur les routes d'Amérique, Kit et Michael se retrouvent souvent aux prises avec d'autres véhicules en tout genre sur des pistes de course participant à des rallyes, des défilés de voitures, des spectacles de cascades, etc. Dans la 4e et dernière saison, Kit devient encore plus technologique. Grâce au nouveau mode Super Poursuite, il est capable de rouler jusqu'à 400 km/h. Ce nouveau design a été créé par George Barris, créateur de l'automobile des années 60. Il y avait encore un bouton EBS pour Emergency Braking System qui sortait des panneaux pour freiner la voiture lancée à vive allure. Et le bouton C qui transformait Kit en belle décapotable. Bref, K2000 était un rêve optimiste sur les possibilités technologiques que pourrait offrir le futur. La vedette dans K2000, c'est Kit, mais n'oublions pas Michael Knight, car David Hasselhoff lui apporte une belle profondeur. N'en déplaise aux mauvaises langues qui disaient que c'était la seule série où la voiture est plus intelligente que son conducteur. Pour créer Kit, les techniciens de la série ont peu modifié la Pontiac originale. Ils ont travaillé sur plusieurs exemplaires en suivant le modus operandi suivant. Une peinture noire brillante pour la carrosserie et les enjoliveurs. Ensuite, ils ont placé une plaque de plexiglas teinté à l'arrière, et le capot a été rallongé pour pouvoir y installer le fameux scanner rouge. J'y viens dans un instant. Enfin, la voiture a été rabaissée d'environ 4 cm pour les cascades. Par contre, l'intérieur de la Pontiac a complètement été changé. Glenn Larson confie le relooking au consultant en design Michael Chaffee. Celui-ci conçoit un tableau de bord ultra technologique avec plein de petites lumières et des boutons qui font des bruits bizarres. Ce sera aussi Chaffee qui réalisera ensuite le design de la mythique DeLorean pour les films Retour vers le futur.
Enfin, Larson souhaite que KITT possède une caractéristique spéciale qui ferait penser à un humain. Et il trouve l'idée géniale, reprendre le scanner rouge des méchants Cylons dans Galactica, série de science-fiction devenue culte qu'il avait produite 4 ans plus tôt. Le scanner est donc placé à l'avant de la voiture et fait penser au cerveau de la voiture, observant et analysant son environnement avec ce va-et-vient permanent qui donne l'impression que KITT est vivant. Le look créé, KITT va devenir un véhicule incroyable, grâce à toute une série de gadgets et de caractéristiques, écoutez ça. Sa carrosserie créée à partir d'un alliage moléculaire secret lui permet d'être quasiment indestructible, résistante à des coups de feu, des coups de batte, des chaînes, mais encore à des explosions et des températures extrêmes de 800 degrés. Et ce n'est pas tout, KITT sait se conduire tout seul, passer en mode silencieux pour plus de discrétion, rouler sur 2 roues en mode ski, et même rouler sur l'eau comme un hovercraft. KITT peut encore voir à travers les murs grâce à une vision rayon X et veiller sur les signes vitaux de Michael Knight. KITT dispose encore de toute une panoplie de gadgets dignes de James Bond, une obsession chez Glenn Larson, des sièges éjectables, un épandeur d'huile, un détecteur de missiles, un lance-flammes, un grappin, un émetteur de bruit artificiel, etc. Pour rattraper les criminels ou leur échapper, KITT est encore super rapide, passant de 0 à 100 km/h en 0,2 secondes. Plus incroyable encore, la voiture sait faire des sauts de 40 mètres grâce à son turbo boost, un bouton permettant de passer en accélération instantanée et de propulser la voiture dans les airs. Génial! Et le meilleur pour la fin, KITT parle, agit et pense presque comme un humain. Il dispose d'un processeur vocal qui émet des variations de niveau comme un égaliseur sonore et permet de comprendre ses intentions. Il est d'ailleurs programmé pour ne pas faire de mal aux humains, contrairement à son double maléfique Car, qu'il affrontera à 2 reprises. Pour contrebalancer le côté technologique qui n'intéresse pas forcément tout le monde, les scénaristes ont eu la bonne idée d'injecter de la comédie dans les épisodes. Quand des chiens ou toutes sortes d'intrus viennent pour essayer de vandaliser ou salir la voiture, celle-ci reste stoïque et se défend avec humour, ce qui nous la rend tout de suite sympathique. Bref, KITT, c'est un bien agréable compagnon de route avec qui Michael Knight va nouer une forte relation d'amitié, si on ose dire. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, la voiture va s'inquiéter pour lui et Michael va s'attacher à KITT. K2000 montre une relation saine entre l'homme et la machine. Si vous avez peur de l'intelligence artificielle, KITT devrait vous rassurer. Ah, zut, KITT n'existe pas en vrai. La réussite de K2000, c'est bien sûr la voiture en soi, KITT, mais encore et surtout sa voix. En version française, c'est l'excellent Guy Chapelier qui doublait la voiture. Si je vous dis Futé dans Agence Tourisque, mais encore Sam Beckett dans Code Quantum ou Harmon Rabb dans Jag, la série militaire, bingo, vous avez reconnu. Chapelier a adopté un ton assez différent de la version originale, prenant un air distingué et poli. Personnellement, je préfère la version originale. Comme je te disais, mannequin, j'ai pris une grosse pierre qui m'a détranqué la tête une fois. Ouais, ça va, un vieux, ça n'est pas une raison pour te moquer de moi, hein, une fois non peut-être. Donc, dans la version originale, la voix de KITT est, dirons-nous, beaucoup plus prout-prout ma chère, un peu snob, hein, on va dire. C'est comme si vous aviez un majordome anglais caché sous le capot. Vous imaginez Magnum et sa Ferrari qui parle comme Higgins, c'est un peu l'idée. En VO, KITT a la voix de l'acteur William Daniels. Ce comédien était connu pour jouer un docteur dans la série médicale Synth Elsewhere, diffusée à la même époque. Curieusement, Hasselhoff et Daniels se sont rencontrés que 6 mois après le tournage de la première saison, à la fin 1982, pendant une fête de Noël. Au départ, les producteurs voulaient que KITT ait une voix plutôt robotique, un peu comme les Cylons de Galactica, mais Daniels s'y est opposé, proposant de jouer KITT avec une voix normale, ce qui a contribué à humaniser KITT avec son caractère à la fois sarcastique et pragmatique. Daniels enregistrait son texte après que la majeure partie de l'épisode ait été filmée. Cela lui demandait environ 45 minutes de travail par épisode. Les monteurs collaient ensuite sa voix sur les images du processeur vocal de KITT. L'équipe ne tournait pas cela dans une vraie Pontiac, mais filmait le tableau de bord ultra technologique de la voiture en studio. Quand David Hasselhoff discutait avec KITT, c'était un assistant hors caméra qui lui lisait les répliques de KITT via la stéréo de la voiture. Et ceux qui critiquent Hasselhoff en disant qu'il ne sait pas jouer se trompent, car il fallait une bonne imagination pour réagir aux répliques de Daniels sans les entendre en vrai. Sur les bonus du coffret Blu-ray allemand, Tom Green, producteur, raconte que les assistants lisaient les lignes de KITT sans émotion, et donc Hasselhoff devait paraître aussi naturel que possible, ce qui n'était pas si facile. Pour les scènes où Hasselhoff parlait en conduisant, il ne roulait pas vraiment, puisque la voiture était fixée sur un camion remorque et tracté. À l'écran, l'illusion était parfaite. Beaucoup de spectateurs se souviennent des cascades incroyables dans K2000, elles étaient et restent encore très spectaculaires. C'est Jacques Gill, coordinateur des cascades, qui a réalisé ce travail remarquable avec son équipe. Des cascades qui étaient souvent difficiles et exigeantes. Fort heureusement, aucun accident grave n'a été à déplorer. Le nombre exact de voitures utilisées pour la série reste impossible à chiffrer avec précision. Pour le pilote, la production a reçu 2 véhicules. Un a été équipé avec le tableau de bord futuriste, ce qui demandait 6 semaines de travail et coûtait $18 000, une fortune pour l'époque. Seul David Hasselhoff pouvait
le conduire. L'autre servait pour les cascades et était pourvu de barres de renforcement pour pouvoir amortir les chocs. Sur les 4 ans qu'a duré la série, les cascadeurs disposaient d'une vingtaine de voitures. Chacune était destinée à un type de cascade, rouler sur 2 roues, faire des sauts, des dérapages, etc. Pour les gros plans et dialogues, la production a utilisé 3 à 4 voitures. Quand la série est devenue un gros succès, Pontiac a continué à vendre des véhicules à la production pour $1 pièce. K2000 était une belle vitrine publicitaire pour leurs véhicules et Universal y trouvait son compte en ayant suffisamment de voitures en stock pour les cascades. Dans l'édition Blu-ray allemande de K2000, Jacques Gill, le coordinateur des cascades, a confié qu'en réalité, ils utilisaient entre 40 et 60 voitures par saison, dont la plupart finissaient en morceaux, ce qui veut dire entre 160 et 200 transams au total sur 4 ans. Au quotidien, les transams étaient constamment réparés et entretenus pour pouvoir suivre le rythme infernal de tournage. Un spectacle riche en cascades signifiait un maximum de tôle froissée. Pour les sauts périlleux, les cascadeurs enlevaient un maximum de pièces lourdes afin d'alléger au maximum les voitures et assurer un atterrissage en toute sécurité. Mais l'impact au sol était rude et suite à la force du rebond, Jacques Gill a eu des problèmes au dos et au cervical. Il a subi une opération où on lui a mis une plaque avec 6 vis pour maintenir son coup, le revers de la médaille. Pour les cascades très dangereuses comme quand Kit saute au-dessus d'un hélicoptère ou à travers d'un train de marchandises avec ses portes ouvertes, la production utilisa des modèles miniatures. Quand Kit conduit sans conducteur, il y avait en fait un cascadeur assis par terre du côté passager dans un poste de conduite spécialement aménagé. Là, il pouvait voir la route et rouler, ce qui donnait l'impression que Kit était totalement autonome. Mais comme le champ de vision du conducteur caché était très réduit, c'était assez dangereux. C'est pourquoi on ne voit jamais Kit rouler seul sur de longues distances ni réaliser de grosses cascades sans conducteur. Tout au long de la série, le tableau de bord a également été modifié à plusieurs reprises pour renforcer son aspect high-tech et lui donner un côté toujours à la pointe de la technologie. À la fin de la série, les voitures ont été démolies, comme prévu dans le contrat entre Universal et General Motors. Il paraît que 5 ont survécu, dont 2 seraient actuellement chez les collectionneurs et les autres dans des musées aux États-Unis. Si vous en savez plus, merci de me le dire en commentaire. Enfin, les meilleurs épisodes sont justement ceux où il y a plus de cascades, comme l'affrontement entre Kit et Car, son double maléfique dans 2 épisodes, ainsi que Goliath, où Michael Knight sera confronté à Garth Knight, le fils du milliardaire Wilton, qui a le même visage que lui, mais ici c'est un génie du crime, sa némésis. Et encore celui avec le Juggernaut qui détruit Kit au début de la saison 4. Ce n'était pas qu'une série bébête avec une voiture qui parle et arrête les méchants à la fin. Même si tous les épisodes ne sont pas réussis, cela reste un bon spectacle familial, divertissant et amusant, voire palpitant. Alors K2000 n'a pas de fin, et oui, la série se termine sur un épisode assez bancal autour d'une histoire de vaudou. Ce qui est étonnant, c'est qu'en milieu de saison, Michael Knight se marie, et attention, spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sa femme est tuée. Alors cela aurait pu faire un bon cliffhanger, mais finalement, les producteurs n'ont pas choisi cette option, très curieusement. Alors la série a aussi été annulée, alors qu'elle faisait encore de bonnes audiences, et que l'équipe de tournage attendait à filmer une 5e saison, mais Universal, le studio, a décidé d'y mettre un terme parce que K2000 ne lui rapportait plus les bénéfices escomptés, et comme c'était une série chère à produire avec les cascades, bon, il y a aussi le fait que le studio n'arrivait pas à trouver un bon deal apparemment pour revendre la série en syndication, le réseau de chaînes régionales. Ben oui, parce qu'il faut savoir, quand une série est terminée, les studios pressent le citron jusqu'au bout et revendent leur série en syndication, et donc lors de leur deuxième diffusion, ces séries peuvent encore leur rapporter de juteux bénéfices. Alors en version française, il faut quand même souligner encore le formidable travail de doublage de Yves-Marie Morin. Sa voix est très différente de celle de Hasselhoff, mais il a réussi à s'approprier le jeu de l'acteur tout en donnant de sa propre personnalité. C'est une réussite. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Tu te crois sur la grande place de Bruxelles? Alors, au niveau des spin-offs, c'est peu connu, mais K2000 a d'abord eu un bref spin-off nommé Code of Vengeance, lancé en 1984, et à la fin de la deuxième saison, dans La Bouche du Serpent, un double épisode qui servait en fait de backdoor pilot, donc de rampe de lancement pour un spin-off. On y suivait les aventures de David Dalton, un ex-militaire qui volait au secours des opprimés, mais dans un style assez proche de Rambo, donc arts martiaux et castagne au programme, mais le spin-off a été annulé après seulement 4 épisodes. Ça n'a pas plu car cela a été jugé trop violent pour la télé de l'époque. Bon, c'est amusant au regard des standards actuels avec Dexter et compagnie. Alors ensuite, il y a eu plusieurs tentatives de reboot en 91, d'abord avec le téléfilm K2000, la nouvelle arme, qui tentait de relancer l'aventure avec un nouveau kit implanté dans une voiture à la carrosserie rouge assez moche. David Hasselhoff a accepté d'y participer, mais il ne voulait pas revenir pour une nouvelle série car il était déjà pris sur Alerta Malibu. Bon, le rythme était plutôt mou, ça manquait d'action et l'image est assez moche, en partie tournée en vidéo, donc ça a eu un bon succès d'audience, mais ça n'a pas convaincu NBC de commander une nouvelle série, l'aventure s'est arrêtée là. 3 ans plus tard, en 94, il y a eu K2002,
2010, un post-apocalyptique, une atmosphère à la Mad Max, sans lien direct avec la série d'origine. Bon, c'était pas mal, mais sans plus. Et 3 ans plus tard, en 1997, une autre série a vu le jour avec Team Knight Rider, où on a cette fois non pas un, mais 5 conducteurs de véhicules dotés d'intelligence artificielle. Bon, au vu des images, on sent un style un peu inspiré des Transformers, les robots. Donc cette série a été diffusée en syndication, mais elle n'a pas connu de succès, et elle a été annulée au terme de sa première saison. Rebelote en 2008, on reboot K2000, une nouvelle version avec une Mustang au lieu d'une Trans Am. Le pilote était réussi avec David Hasselhoff qui passait la main au nouveau héros, qui jouait donc son fils dans la nouvelle série, mais ils n'ont pas réussi à retrouver la magie de la série originale, et donc la série a fait un bide, elle a aussi été annulée au terme de sa première saison. Donc ces dernières années, on a encore entendu parler de tentatives de reboot et de films, notamment Justin Lin de Fast and Furious ou James Wan, le réalisateur des films d'horreur Saw et Conjuring, mais finalement rien n'a vu le jour. C'est sans doute mieux comme ça, sans être passéiste. Je pense qu'il vaut mieux s'asseoir dans son fauteuil et profiter de la série des années 80. Bon, alors évidemment qu'elle a vieilli par certains aspects, les coiffures, les vêtements, la façon de filmer, l'éclairage, le rythme. Mais pourquoi vouloir refaire quelque chose qui était bien à la base pour le fric? C'est raté, car au final, ça se plante. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le succès de K2000, je vais reprendre une citation du producteur Glenn Larson qui a dit « Je ne me rendais pas compte combien les Américains ont une grande histoire d'amour avec leur voiture et cela explique sans doute notre succès. » Oui, parce que vu les longues distances à parcourir aux États-Unis, dans l'esprit yankee, la voiture, c'est la liberté et l'aventure. Alors au passage, Larson a été très malin car le studio Universal ne croyait pas du tout dans le succès de K2000 et lui a cédé 50% des bénéfices sur tous les produits dérivés comme les jouets, les répliques, etc. Et quand la série a commencé à cartonner, son compte en banque a explosé, car les petits Américains voulaient tous un jouet à l'effigie de KITT pour leur Noël. Les petits Américains se ruaient au studio Universal durant les visites guidées pour y voir KITT en vrai et rencontrer David Hasselhoff. Et d'ailleurs, même dans un épisode de la sitcom Arnold et Willy, qui était ultra populaire à l'époque, on voit le petit Arnold se promener sur un plateau de tournage et y rencontrer KITT et le comédien. Alors à un moment, les fans étaient devenus tellement dingues de KITT que le studio a dû engager des gardiens de sécurité pour veiller sur la voiture, car les fans venaient pour essayer d'enlever un morceau de siège ou de carrosserie comme souvenir, donc ça vous donne quand même une idée de la folie que c'était à cette époque. Et enfin, une idée de l'homme qui peut faire la différence, ça c'était vraiment top. David Hasselhoff a poussé les scénaristes et la chaîne NBC pour que le scénario gagne en profondeur et soit moins axé sur les explosions et les poursuites, mais aussi davantage sur les valeurs, parce que à l'origine, K2000 a été vendu comme une série de science-fiction remplie d'action et d'aventures high-tech avec une voiture qui parle, mais Hasselhoff, il faut quand même laisser à son crédit qu'il a changé la perception en disant la série, ce n'était pas juste une voiture qui parle, mais bien la relation entre Michael et KITT, ce lien émotionnel entre l'homme et la machine. Et il y avait aussi de l'action, mais le plus important pour moi, c'est l'idée qu'un homme pouvait faire la différence pour changer les choses vers un mieux. Alors l'acteur a déclaré que K2000 est la série qu'il a préféré tourner et que s'il le pouvait, il aurait aimé passer le reste de sa vie dans cet univers. Et alors, ce que je préfère chez lui, c'est qu'il n'a pas hésité à se moquer de lui-même dans des parodies, dont une avec des poursuites en mobilette déguisées en KITT, un caméo dans le film Marvel Les Gardiens de la Galaxie, et alors des pubs pour la Renault Trafic 3 en 2014, etc. Alors on a encore le thème musical de la série qui a été repris, réadapté à plusieurs reprises dans des genres musicaux aussi variés que le rap, le techno, la dance. Je ne vais pas m'étendre, sinon la vidéo va être interminable. Mais ça vous montre combien cette série a marqué la culture pop de son empreinte indélébile. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que la réalité a petit à petit rejoint la fiction. Si on se met 40 ans en arrière, qui était le petit gamin assis devant son poste de télévision à rêver d'inventer une voiture comme KITT dans le futur? Sans doute Elon Musk. Et nous voilà aujourd'hui avec ces Tesla en partie autonomes. Bon, j'ai pas la pub du bonhomme, ni de ses produits qui restent controversés du fait qu'il y a eu plusieurs accidents mortels. K2000 fait encore partie de l'actualité puisque l'intégrale de la série va sortir en 4K aux USA à la fin 2025 pour environ $200. Peu d'informations ont filtré jusqu'à présent. Il paraît que ça sera une superbe édition. Perso, je vous recommande le coffret allemand en Blu-ray que vous voyez ici. Il est très riche en suppléments. Bon, il n'y a pas la version française ni de sous-titres français, mais ça vaut la peine. Sinon, là, je vous renvoie au coffret Blu-ray édité en 2021 par Elephant Film, avec une belle qualité d'image aussi. Et vous êtes vraiment dingue de la série, je vous recommande aussi un livre très complet, The Knight Rider Companion, réalisé par Nick Nugent, un fan ultime. Bon, c'est en anglais uniquement, une brique de près de 800 pages, mais c'est une mine d'infos passionnante. Et voilà. Merci et à la prochaine!